Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi 26 janvier. Allez, c'est la fin, le dernier jour pour la session des étudiantes et des étudiants du supérieur, un moment important dans leur année, évidemment. Et ces étudiantes, ces étudiants du supérieur ont depuis 6 mois une nouvelle ministre. Elle a surpris tout le monde par sa nomination, elle-même l'a reconnue. C'est Françoise Berthiaud qui est sortie de sa retraite aux États-Unis pour revenir ici diriger l'enseignement supérieur. Et nous l'accueillons sur le plateau de Plus d'Actu. Bienvenue Françoise Berthiaud. Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu. C'est le dernier jour pour la session des étudiants du supérieur. Alors évidemment, on n'a pas les résultats dans l'ensemble, mais quels sont les retours que vous avez pour l'instant on a une pensée d'abord émue pour ces étudiants. On sait que c'est pas facile les blocus, c'est long, c'est difficile. Du côté du LB, une voix s'est élevée cette semaine pour évoquer de revoir le calendrier des examens. Vous l'avez entendu, vous vous dites que c'est quelque chose de raisonnable ou non? Finalement, ça va très bien. 2 sessions, une à Noël, pour faire simple, en fin janvier, et puis une en fin d'année. J'ai entendu la demande. Je pense que pour le moment, on est obligé de faire cette session intermédiaire d'hiver, je dirais, puisque le décret le prévoit. Donc on ne peut pas décider de tout envoyer promener sans changer le décret. La session de fin d'année et la session de rattrapage qu'on appelle la deuxième session. Moi, je pense que 3 sessions, ça permet aux étudiants, avec plus d'évaluation et parfois des plus petits paquets de matières, de pouvoir mieux réussir. Donc je ne suis pas favorable, mais ce n'est pas moi qui vais décider. Il y a une concertation qui est en cours actuellement à l'ARES entre les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les universités, sur l'ensemble du calendrier académique. Et là-dedans viendra évidemment la question des sessions. J'attendrai respectueusement que l'avis me soit rendu. Si j'ai encore le temps, je ferai les changements qui me sont demandés. Sinon, ce sera pour mon successeur. Parce qu'il y a quand même une chose qui est flagrante et qui n'a pas évolué avec les années, c'est que finalement, on ne propose pas grand-chose entre la session qui parfois se solde sur un échec, on va dire, de janvier, et puis la seconde session au mois d'août, à part dire aux étudiants, allez en bibliothèque, reprenez vos cours, éventuellement, vous allez avoir un tutorat avec un étudiant un peu plus ou un chargé de cours, mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Les universités, les hautes écoles ne sont pas beaucoup poussées à mettre en place des choses pour amener vers la réussite. Si. Beaucoup plus que de votre temps ou encore plus de mon temps. Je vous accorde ça date, mais... Parce qu'il y a actuellement 116 millions d'euros qui ont été consacrés à l'aide à la réussite. C'est quand même énormément d'argent. Ce qui veut dire que les établissements d'enseignement supérieur sont incités, financés pour mettre en place des mécanismes qui, depuis la rentrée académique, mais après les sessions, en cours d'année académique, doivent être là pour aider les étudiants à réussir, des rattrapages, des coachings, des accompagnements, etc. Alors, ces mécanismes maintenant sont en place et au cours de la prochaine législature, ils seront évalués. Et on verra dans quelle mesure ils ont vraiment aidé les étudiants, dans quelle mesure ils interviennent au bon moment. Mais ça, ce sera pour l'évaluation. Pour le moment, on respecte les établissements dans la mise en place, mais c'est vraiment un gros mouvement. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à financer autrement les établissements? Parce que, vous l'avez dit, il y a des projets ponctuels sur l'accompagnement à la réussite, puis il y a des enveloppes par étudiant, et on sait le drame que c'est pour les étudiants de ne plus être finançables. Est-ce que tout ça est le bon système pour mettre les étudiants en confiance et les amener à être dans une situation de réussite? Alors, il faut savoir pour qui on pense ce système. Ce que moi je sais, c'est que ces dernières années, on a essayé à tous les étages du système d'injecter les moyens nécessaires pour que les établissements puissent fonctionner. À partir de 2024, c'est plus 80 millions d'euros chaque année pour les établissements d'enseignement supérieur. C'était 70 l'année dernière, c'était 50 encore avant. Donc on est passé en vitesse de croisière à 80 millions d'euros. Ça, c'est vraiment pour le financement des établissements. Il y a un financement complémentaire de 15 millions pour leurs infrastructures et leurs bâtiments. Ça reste peu vu les besoins. Ce ne sera jamais assez. l'ULB qui devait louer ce sera jamais assez, mais froid pour qu'au moins les cours soient donnés ou les examens dans des lieux chauffés. Alors on va reparler des chauffages, si vous voulez, après. On aide les étudiants. Augmentation du budget des allocations d'études qui sont passées à 89 millions d'euros. Subsides sociaux dans les établissements. Les investissements dans l'aide à la réussite. Donc je veux vous dire vraiment, c'est à tous les étages et envers tous les destinataires de l'enseignement supérieur qu'on a intensifié très très fort la mise à disposition de moyens, dont on me dira toujours que ce n'est pas assez, mais à hauteur des finances de la fédération, c'est énormément d'argent. Alors justement, sur une université bruxelloise qui doit louer un peu en urgence d'autres locaux parce qu'à un moment donné, les étudiants ont froid, ils risquent leur santé en venant au cours aux examens.
Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je pense que cette université, et je ne veux pas la critiquer, elle a joué de malchance. Elle a loué des bâtiments pour avoir plus de confort, pour organiser les examens avec plus d'espace, plus de surface. Et de la part de l'opérateur qui a loué le bâtiment, c'est au moment où il a commencé à geler sérieusement, il y a eu visiblement une faille au niveau du système de chauffage. Alors je pense que l'université doit régler ça contractuellement avec son co-contractant. Évidemment, ça a prêté à des températures non pas aussi graves que ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, mais désagréable pour certains qui devaient rester assis plusieurs heures devant une feuille. Je vous dirais que le scandale, si on peut dire, a commencé quand ce local était chauffé à 18 degrés. 18 degrés n'est pas insurmontable. J'ai vu sur les réseaux sociaux 0 degré. Non, 0 degré, c'était dehors. Vous n'aimez pas beaucoup les réseaux sociaux, hein? Vous trouvez que ça donne une mauvaise image? Non, je travaille avec, je vis avec, mais je pense que quand on est dans une communication trop immédiate et sans recul, c'est parfois un peu inutilement trash, quoi. Je voudrais aborder un autre dossier important que vous avez promis de boucler avant la fin de la législature, c'est la réforme des allocations d'études, ce qu'on appelait dans l'ancien temps les bourses d'études. Je vais vous donner une estimation du secteur associatif, c'est 13 500 €. Eux estiment que c'est le coût d'une année d'études pour un étudiant en cote, et puis 5 000 € pour les navetteurs. Alors, ils en demandent 9 000 pour les étudiants en cote et 2 500 par an pour les navetteurs, et vous avez dit c'est trop, on n'a pas assez d'argent dans les caisses de la fédération pour aider à ce niveau-là chaque étudiant qui doit payer un cote ou qui doit faire des trajets quotidiens depuis la Wallonie, la Flandre jusqu'à Bruxelles? Alors, deux précisions. Si je veux satisfaire toutes ces demandes, je dois encore, en plus des 89 millions, trouver 138 millions d'euros pour les allocations d'études pour répondre à toutes ces demandes. Et puis, toutes ces demandes se portent-elles effectivement sur l'allocation d'études. L'allocation d'études, c'est une allocation qui est donnée, et le mot allocation est mieux que bourse, l'ancien mot, qui est donnée à un étudiant pour qu'il puisse faire ses études. Et sachez aussi qu'une allocation d'études veut dire qu'il ne payera pas de Minerval et que les supports de cours seront gratuits. Donc cet argent vient en plus de pas de Minerval et des supports de cours gratuits pour l'aider à pouvoir faire ses études. La ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas chargée de financer la mobilité, il y a des ministres de la mobilité, n'est pas chargée de financer le logement, il y a des ministres du logement, n'est pas chargée de financer même l'alimentation, il y a des CPS, il y a des épiceries sociales. Mon job, c'est de financer les études. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'un certain nombre d'acteurs essayent de demander à l'enseignement supérieur, qui n'a pas trop de sous, et vous venez de le dire, on aimerait donner plus aux UNIF, financer toute une série d'éléments de la vie d'êtres humains qui sont par ailleurs de la responsabilité d'autres ministres, et particulièrement dans les régions. Vous avez présidé un CPS, vous avez vu oui. cette augmentation des étudiants qui arrivaient au CPS. Ça n'existait pas, ça non plus, il y a quelques dizaines d'années. Il n'y avait pas autant de jeunes qui allaient frapper à la porte de la centrale publique d'aide sociale, comme on disait, en disant « mais je veux simplement faire des études pour me préparer à un avenir ». Aujourd'hui, c'est une réalité, il faut faire avec. Oui, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est aussi pour ça que ça devient tellement difficile de bien financer l'enseignement supérieur. C'est parce que nous assistons depuis quelques années dans notre pays à une massification de l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Trop d'étudiants? Pas trop, mais ça veut dire surtout que de plus en plus de jeunes ont accès, après leur enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur. Ce n'était pas le cas dans le temps. Il fut un temps, c'était réservé à une certaine élite, à certains... Maintenant, il y a un nombre énorme de jeunes qui ont accès à l'enseignement supérieur. Évidemment, le corollaire de l'autre côté, c'est que c'est de plus en plus difficile de financer par étudiant, puisque l'argent ne suit pas à la vitesse du nombre d'étudiants qui arrivent. Et c'est aussi le fait que nous avons maintenant, dans notre enseignement supérieur, des jeunes qui n'ont pas, par les filières qu'ils ont eues dans le secondaire, été convenablement préparés. Alors, à propos de la session d'examen, il y a une étude de l'Université catholique de Louvain, qu'on a pu lire dans la... Enfin, l'UC Louvain, qu'on a pu lire dans la Libre Belgique cette semaine, qui était intéressante. Il y a eu, pour faire simple, une erreur. On a indiqué aux étudiants qui passent un examen dans l'auditoire A qu'ils avaient un QCM, choix multiple, 100 points négatifs. Et puis ceux qui étaient dans l'autre auditoire, on leur a dit, il y a des points négatifs. Et on a vu, après coup, que, évidemment, ceux qui avaient eu les points négatifs ont moins bien réussi, mais surtout que dans ceux qui avaient raté l'examen avec les points négatifs, certains auraient quand même dû réussir leur année et ont réussi leur cursus. Et donc, ça indique quoi, ça, Françoise Berthiaud-Baclay, les QCM à points négatifs? C'est une horreur pour les étudiants, c'est injuste. Vous êtes prête, vous, à dire maintenant, c'est fini, on ne peut plus, on ne doit plus appliquer ça? J'ai commencé à bouger parce que ça m'interpelle très fort. J'avais déjà entendu qu'à l'étranger aussi, il y a des études. Et ce qui m'avait particulièrement interpellée avant cette étude de l'UC Louvain, c'est que, d'après certaines études, mais pas toutes, les QCM à points négatifs seraient
particulièrement plus défavorable aux filles. Et j'ai une fibre quand même assez sensible par rapport à l'égalité des chances et surtout dans les filières scientifiques, l'estime par rapport aux filles, etc. Donc je me suis dit, si c'est vrai, on ne peut pas laisser faire. Alors on fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, j'ai demandé une étude à l'ARES pour qu'on compare l'étude du sel que je n'ai pas encore reçue, mais que j'espère avoir dans les jours qui viennent. Je voudrais me l'approprier aussi. Je voudrais qu'on compare avec d'autres études qui sont sorties à l'étranger pour voir si on a travaillé sur les mêmes items et les mêmes critères. J'ai déjà mis en garde aussi le jury qui organise le concours de médecine et de dentisterie, qui avait cette étude, que je les invitais à en prendre connaissance. Mais vous êtes prête à aller plus loin? Je suis tout à fait prête. Si, de manière scientifique et avérée, les QCM sont plus défavorables aux étudiants en général et aux filles en particulier, parce que pour médecine, dentisterie, si ça barre ces filières scientifiques aux filles, je suis tout à fait prête à avancer, mais pour le concours médecine dentisterie, je vous le dis tout de suite, je suis incapable de le faire pour cet été-ci qui vient, parce qu'il faut changer le décret. Vous connaissez le principe, plus d'actu, ce sont aussi des questions du public. Elles sont posées et relayées par Aline Walsdorf. Et il y en a une, Aline, la première en tout cas, qui pose clairement la question de l'échec dans les études supérieures. Bonjour à vous, Aline Walsdorf. Carlos s'inquiète du taux d'échec en bac 1, 70% selon lui. Il demande quels sont les projets pour motiver les jeunes dans ces conditions et craint une pénurie à terme dans certains métiers. Alors voilà, il y a un chiffre, Françoise Berthieu, qui est donné, 70%. On peut croire en tout cas que dans toute une série d'auditoires, c'est ce qu'on constate. Est-ce qu'il y a trop d'échecs en bac 1? Est-ce qu'on va encore en première année d'études du supérieur comme on va en première ligne au front? Ce que j'entends me stupéfie, c'est un catastrophisme épouvantable. Il faut savoir qu'il y a une réforme du décret paysage maintenant qui permet à l'étudiant de raccourcir son cursus et quand il avance dans ce cursus, d'avoir réellement réussi les années antérieures. Jusqu'à cette réforme, un étudiant qui avait des échecs en bac 1, je vais vous donner une image, il mettait cet échec comme une pierre dans son sac à dos. Il pouvait continuer à avancer en bac 2 où il risquait d'avoir une deuxième pierre dans son sac à dos. Il pouvait arriver en bout de cursus avec un sac plein de pierres de cours qu'il n'avait jamais réussi. Et parfois, après 6 ans, 7 ans d'études, il n'était pas diplômable. Ici, on dit dès le bac 1, il faut que vous puissiez réussir vos 60 crédits pour passer à l'étape supérieure, pour traîner moins longtemps dans le cursus et surtout ne pas vous balader tout votre cursus. C'est le prix à payer. Avoir beaucoup d'échecs en première année, c'est pour éviter que Alors, des étudiants prennent ce que je veux dire, leur sac à dos. c'est que l'échec était caché avant, puisque le jeune qui avait la pierre dans son sac à dos donnait l'impression qu'il avançait. Et donc, on avait l'impression que tout allait bien, qu'il avançait. Sauf qu'on ne comptait pas le nombre de pierres que certains étudiants avaient dans leur sac à dos. Et que cet échec, ils le payaient au bout d'un parcours, parfois. Mais on est revenu à ce qui se faisait avant aussi. Et on connaissait ces histoires de professeurs qui, dans un auditoire, disaient « Regardez à droite, regardez à gauche, vous êtes 3, mais il n'y en a qu'un qui sera là l'année prochaine. » On revient. Bon, il y a eu les 10 ans du décret paysage Marcourt, avec le système du sac à dos. Enfin, on a pu changer, revenir au système qui existait antérieurement. Nous sommes de générations différentes, nous sommes tous passés par ce système, et on est quand même là, Allez, autre question, Aline Walsdorf, elle cible spécifiquement les formations médicales ou paramédicales? Alors, on a plusieurs questions sur les formations aux métiers médicaux et paramédicaux. Miguel qui déplore qu'on ne motive pas assez les étudiants, notamment dans les études de sage-femme. D'après lui, on devrait les aider à trouver des lieux de stage et même les défrayer puisqu'ils travaillent. Et aussi encourager les Belges qui voient arriver beaucoup de jeunes issus d'autres pays où l'accès aux études est limité. Sur ces études, vous reconnaissez d'abord qu'il y a une concurrence qui se fait entre les étudiants qui restent, on va dire, en fédération Wallonie-Bruxelles et ceux qui viennent de l'étranger. Ça vous inspire quoi comme ministre? D'abord, je ne vais pas vous répondre, je vais répondre à Miguel. Ouais. Puisqu'il s'inquiète pour les études de sage-femme, on vient de prendre une disposition, un décret qui est encore au Conseil d'État, mais qui devrait pouvoir être présenté prochainement au Parlement, instaurant un contingentement pour les étudiants français dans les études de sage-femme, afin d'avoir moins d'étudiants dans ces filières et de permettre à nos étudiants un accès beaucoup plus aisé au stage, parce que c'était devenu le gros problème. Les études de sage-femme, ils devaient pratiquer un certain nombre d'accouchements pour être diplômés et il n'y avait plus assez. Donc là, je donne une réponse positive. On vient de prendre une mesure, ce sera en vigueur à partir de la rentrée prochaine et donc il y aura moins de jeunes dans ces filières, plus d'accès au stage. Il y a trop d'étudiants qui viennent de l'étranger dans nos filières ou pas assez de Belges francophones qui vont étudier à l'étranger? Alors, trop peu, c'est un jugement de valeur.
Mon rôle, c'est de veiller à ce que nos étudiants de Fédération Wallonie-Bruxelles puissent avoir accès à leur cursus. Je ne suis pas du tout une ministre convaincue que les examens d'entrée, les contingentements, etc. sont la meilleure manière d'organiser l'accès. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse protéger nos jeunes et leur donner un accès, d'où le concours à l'entrée de médecine et dentisterie, et d'où maintenant ce contingentement pour les sages-femmes, pour protéger nos étudiants. Par ailleurs, puisqu'on parle des filières de santé, je ne cache pas une certaine inquiétude pour une désaffection qui n'est pas gravissime, mais une désaffection pour le moment pour s'inscrire dans les filières infirmières. Vous savez que nous sommes en pénurie de personnel infirmier, surtout par le personnel qui quitte le métier. Mais si le personnel actuel quitte le métier et que les jeunes n'ont pas envie d'y rentrer, là, je suis vraiment préoccupée. Troisième question que vous allez relayer, Aline, elle concerne cette fois l'apprentissage des langues, le français, mais pas que. Fabien regrette le mauvais niveau de néerlandais chez les jeunes alors que cette langue est demandée dans pas mal d'emplois. Et Amélie propose qu'on renforce l'apprentissage du français et des autres langues chez les futurs instituteurs et institutrices pour qu'ils puissent l'enseigner et pourquoi pas en immersion. Il y a deux questions précises. Répondez d'abord sur la maîtrise du néerlandais. Est-ce que c'est dans le supérieur que ça se joue? Ou vous renvoyez la balle à votre collègue de l'enseignement obligatoire en disant c'est à l'école secondaire, voire primaire, maternelle, qu'on doit apprendre la deuxième langue nationale? Je suis toujours étonnée de voir qu'après autant d'années, surtout pour nos petits Bruxellois qui commencent le néerlandais très tôt, après d'autant d'années, autant d'heures de cours de néerlandais, qu'il y ait une aussi mauvaise maîtrise de la langue de Vondel. Est-ce qu'on peut rattraper ça dans le supérieur? Est-ce qu'on doit le rattraper? Je pense qu'en langue, on rattrape toujours. Moi, je parlais très bien néerlandais ayant vécu dans les communes bruxelloises, Parlement bruxellois, dans un environnement bilingue. Mon anglais était quelque part dans le fond de mon cerveau quand je suis arrivée à New York. Je me suis inscrite dans des écoles à New York. J'étais toute la journée au cours en anglais. Je peux vous dire que je comprenais et je suis en pleine immersion. À plus de 60 ans, j'ai complètement perfectionné mon anglais. Un étudiant, ingénieur, en sciences politiques, en droit, parce qu'il rate un examen de néerlandais, parce qu'on lui dit, mais attention, quand tu travailleras avec ton diplôme, tu devras être bilingue. Parce que c'est ça la question. Et c'est pas seulement quand tu travailleras avec ton diplôme. Ici à Bruxelles, pour avoir accès à un emploi, déjà dans les préalables, on demande, regardez les offres d'emploi, etc., parfaite maîtrise du français, du néerlandais. Donc c'est même pas pendant qu'on travaille, c'est rien que pour avoir déjà accès à l'emploi qu'il faut avoir une maîtrise réelle du néerlandais. Et donc on fait quoi? On remet plus de cours de langue, plus d'exigences dans les cours de langue dans le supérieur? Je pense qu'il faut commencer au plus jeune âge, puisqu'on a toujours entendu que le développement du spectre auditif, etc., plus l'enfant est jeune, plus il peut le faire. Donc moi, je reste tout à fait favorable à ce qu'on commence au plus jeune âge, mais qu'il y ait des renforcements qui se fassent dans les études supérieures. Très récemment, l'ARES a marqué un avis favorable pour qu'on organise plus de filières en français et néerlandais dans notre enseignement supérieur. Je pense que ça peut aussi se perfectionner à ce moment-là. Et alors Amélie, elle posait la question de l'apprentissage du français. Est-ce qu'on doit recaler des étudiants dans le supérieur parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment? Et à partir de quand on estime qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment bien la langue française? Mais le taux de réussite de l'examen de langue française dans la formation des instituteurs et des régents, enfin de la formation initiale des enseignants, est très interpellant. Quand vous dites qu'un étudiant sur 5 a réussi, alors que le français va être le véhicule des cours qu'il va donner, c'est très interpellant. Alors on fait quoi? On ne leur donne pas leur diplôme? On exige un niveau de base quand ils s'inscrivent? Avant de punir, on essaye de remédier. Donc l'aide à la réussite et tous les dispositifs qui sont dans ces établissements-là doivent évidemment se concentrer à fond sur le renforcement du français. Mais pour l'avenir, on peut aussi questionner les résultats des études PISA. On sait depuis des années que nos élèves dans l'enseignement obligatoire ont pour une partie, une maîtrise insuffisante du français. Donc, je crois que c'est à tous les étages, de nouveau, depuis l'enseignement primaire. Depuis... Oui, mais quand ça remonte, parce que je vous pose la question, parce que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, quand ça remonte jusqu'au supérieur, est-ce qu'on peut se permettre de dire à un kinésithérapeute qui a de très bons points en anatomie, tu ne seras pas kinésithérapeute parce que ton français n'est pas bon? Parce que sans doute, tu deviendras professeur de biologie. On ne lui dira pas nous-mêmes, l'établissement ne lui dira pas, mais si sa maîtrise du français n'est pas suffisante, ça va se retrouver à travers des échecs dans d'autres matières. Et vous êtes pour qu'on soit plus exigeante sur la maîtrise du français? C'est ça que je voudrais comprendre. Je pense qu'on doit être plus exigeant sur la maîtrise du français, mais pas uniquement de façon sanctionnante à l'UNIF, de façon exigeante depuis la première primaire, voire les maternelles. Alors, je voudrais revenir à vos relations avec l'AFEF, la Fédération des étudiants francophones. Vous avez dit il y a un mois sur BX1 que vous regrettiez un peu qu'il n'y ait qu'une seule organisation représentative des étudiants.
C'est-à-dire, vous préféreriez qu'il y en ait plusieurs, ou ce qui vous embête, c'est que celle-là soit étiquetée très à gauche, que certains de ces anciens présidents aient rejoint des partis qui ne soient pas le vôtre? J'ai connu une époque où ils avaient deux associations. Il y avait la FEF et l'UNECOF. Et évidemment, ça faisait, même entre le dialogue qu'elles avaient entre elles, ça faisait un débat plus riche et plus équilibré. Maintenant, nous avons une seule association reconnue. Il y a des associations qui portent d'autres noms dans les établissements, mais une seule reconnue, qui donne l'impression qu'elle porte la parole de tous les étudiants, parole très univoque, et qui me préoccupe aussi parce qu'elle a qu'une seule obsession ou une seule préoccupation, alors que vous venez de l'entendre dans les questions que les gens posent, il y a tellement d'autres préoccupations chez les autres. Un exemple, puisque je dois aller vite, elle ne se préoccupe que de la précarité étudiante, point barre, alors que vous avez entendu un jeune qui s'interrogeait sur la question des sages-femmes, pas une seule fois, la FEF m'a demandé ce que j'ai fait, mais la FEF ne m'a jamais demandé. On ne va pas féliciter non plus, mais ce n'est pas grave. Les relations sont vraiment tendues. Hein. Je regarde, vous l'avez regretté, vous ont accusé de pratiques dignes, je cite, de régime autoritaire. Est-ce que vous reconnaissez quand même que maintenant que vous êtes ministre, quand on est ministre de tout le monde. Quand on est parlementaire, on représente son parti, ses électeurs. Mais comme ministre, vous êtes ministre de tout le monde. Est-ce que ça a dû changer, ça, pour vous depuis 6 mois? Non. Que vous avez réalisé que vous devez vous faire aimer? Parce que quand j'étais parlementaire, je n'étais pas parlementaire juste du MR. Quand je m'exprimais par rapport à un débat étudiant, je voulais représenter ce que je pensais bien pour les étudiants. Mais quand on est ministre et que le lendemain du jour où on devient ministre, on se fait tutoyer sur les réseaux sociaux avec des assertions mensongères, ça interpelle quand même. Berthiaud, tu nous affames, tu affames les étudiants. Je suis désolée, c'est pas encore moi qui donne à manger. Mais je ça, donne dans toutes les manifs, vous l'avez connu aussi il y a quelques années. Les étudiants mettaient des œufs sur les sièges des partis, les habitations, ils les nettoyaient pour les reclasher. La FEF, c'est le syndicat des étudiants, c'est mon interlocuteur. Moi, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur et je souhaite avoir un interlocuteur. Mais je souhaite évidemment qu'on puisse travailler dans un respect mutuel. Si j'ai une discussion avec la FEF... Aujourd'hui, c'est un frein dans certaines discussions? Mais quand on se retrouve à table ensemble, on parle. Je les vois la semaine prochaine. Je pense que ça va se passer. Mais quand ils sortent de chez moi et qu'ils m'injurient qu'un porte n'est pas encore passé, ça me trouble. Est-ce que vous m'avez vu injurier qui que ce soit, moi? Il nous reste 30 secondes. Dans quelques mois, les élections. Vous serez candidate où? Vous avez un bilan à défendre. Il le faudra. Ce sera où? À Bruxelles? À la Chambre? Je ne sais pas. On ne m'a pas encore demandé. On m'a bien clairement précisé dans mon parti que je serais candidate. On ne m'a pas encore demandé de figurer sur l'une ou l'autre liste. Je suis à disposition. La logique serait à la région bruxelloise. Vous y avez été élu plusieurs fois. Vous pourriez même être élu. Ça veut dire que vous siégerez? Non, je suis revenue terminer cette législature. Malheureusement, pas terminé, boucler tous les dossiers. Et après, je laisse la place aux jeunes. Il y a plein de jeunes talents. C'est leur tour. Merci d'être venu répondre à toutes ces questions. Le journal, ce soir à 18h, vous est présenté par Camille Tanguine. Et puis ne manquez pas les experts demain, présenté par Jean-Jacques Deleu avec Marc Botenga et Asita Kanko, 2 eurodéputés.